Vous êtes dans un sous-bois, novembre, milieu de matinée. La lumière effleure la litière des feuilles mortes sans vraiment l'éclairer. C'est humide, ça sent la terre, les champignons, quelque chose de vieux, comme les aisselles de tonton Georges. Vous regardez autour de vous, vous ne voyez rien de particulier. Et pourtant, elle est là, à 3 mètres de vous, peut-être même à 1 mètre. Immobile, les yeux grands ouverts sur un monde que vous ne percevez pas. Elle vous voit, elle vous entend. Et elle a décidé que vous n'étiez pas suffisamment dangereux pour mériter qu'elle bouge. La bécasse des bois, Scolopax rusticola. C'est le nom savant de cet animal étrange. Parce que oui, chers amis, la bécasse est un animal étrange. C'est un limicole de la famille des Scolopacidae qui a basculé au cours de son histoire évolutive vers la forêt. C'est un migrateur nocturne capable de traverser l'Europe sur des centaines de kilomètres en s'orientant grâce à plusieurs repères célestes et géophysiques. C'est un chasseur de vers de terre qui localise ses proies avec le bout de son bec grâce à des récepteurs tactiles d'une précision ébouriffante. Et c'est un oiseau dont le champ visuel est si large qu'il surveille en permanence ce qui se passe autour et au-dessus de lui, même le bec dans la terre. Tout ça dans un corps de 300 grammes, brun comme la terre, strié comme une feuille morte. La bécasse est ce qu'on pourrait appeler un chef-d'œuvre discret de l'évolution. Elle est chassée depuis des siècles, étudiée depuis des décennies, comptée, baguée, géolocalisée, et elle reste malgré tout un mystère. Et c'est peut-être ça, sa plus grande réussite. Dans les minutes qui suivent, on va la chercher. On va comprendre comment elle fonctionne, d'où elle vient, ce qu'elle mange, comment elle vole, pourquoi elle est là, et pourquoi sa présence ou son absence nous dit quelque chose d'essentiel sur l'état des paysages forestiers européens. Alors commençons par le début, le très très vieux début. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Pour comprendre la bécasse, il faut remonter, comme souvent, jusqu'aux dinosaures. Parce que oui, la bécasse est un dinosaure. Attention, les oiseaux actuels ne descendent pas vaguement des dinosaures. Ils en sont les derniers représentants vivants. Ils appartiennent à la lignée des théropodes, un groupe de dinosaures bipèdes carnivores qui comprenait aussi Tyrannosaurus rex. Oui, le T-Rex est en fait une grosse dinde vénère. Il y a environ 150 millions d'années, certains petits théropodes ont développé des plumes, puis la capacité de planer, puis la capacité de voler. Et quand la grande extinction de la fin du Crétacé a eu lieu, il y a 66 millions d'années, après l'impact d'un énorme astéroïde dans l'actuel golfe du Mexique, presque tous les dinosaures ont disparu. Oui, je continuerai à dire golfe du Mexique. Non mais il est fou lui. Sauf cette lignée très particulière, celle qui avait déjà donné naissance aux premiers oiseaux. Eux ont survécu, et ensuite ils se sont diversifiés à toute vitesse pour occuper presque tous les milieux disponibles. Parmi ces nouveaux oiseaux modernes, une lignée ancienne s'est spécialisée dans l'exploration des sols meubles à la frontière entre la terre et l'eau. Ce sont les charadriformes. Aujourd'hui encore, ce groupe comprend les pluviers, les vanneaux, les bécassos, les courlis, les barges et les bécasses. Leur ancêtre commun était probablement un petit oiseau terrestre insectivore, marcheur, capable de détecter des proies enfouies dans des substrats humides. Un oiseau déjà adapté à sonder la surface du sol. Très tôt dans leur histoire évolutive, les charadriformes se sont séparés en deux grandes branches. D'un côté, les charadries, les pluviers et les vanneaux adaptés à la détection visuelle des proies en milieu ouvert. De l'autre, les scolopacies, les bécassos, les courlis, les barges et plus tard les bécasses, spécialisés dans la détection tactile de proies enfouies. C'est dans cette seconde branche, vous avez compris, que commence vraiment l'histoire de la bécasse. Chez ces oiseaux, le bec devient progressivement un organe sensoriel extrêmement sophistiqué. Sa pointe se remplit de mécanorécepteurs capables de percevoir les vibrations infimes produites par les invertébrés dans la boue ou la terre humide. Autrement dit, bien avant d'entrer dans la forêt, leurs ancêtres savaient déjà chercher ce qui était caché sous la surface. Ils vivaient sur les rivages, dans les vasières, dans les zones humides ouvertes. Puis, au cours de leur histoire évolutive, certains d'entre eux ont quitté ces paysages pour entrer dans la forêt. C'est d'ailleurs une transition surprenante. La forêt est un milieu fermé, sombre et encombré, un milieu où la visibilité disparaît, où les trajectoires de vol deviennent complexes, où les prédateurs surgissent à courte distance. Mais elle offrait autre chose, un couvert permanent, une humidité stable et surtout des sols riches en invertébrés accessibles. Peu à peu, génération après génération, une nouvelle forme est apparue, un limicole adapté non plus à la vase des rivages, mais à la litière des sous-bois. Le bec s'est affiné, les yeux ont migré vers le haut du crâne, le corps s'est compacté, le comportement est devenu beaucoup plus discret. La bécasse n'est pas un oiseau forestier devenu sondeur, c'est un sondeur devenu forestier. Et cette transformation a pris des millions d'années. Regardez le bec de la bécasse.
Il mesure entre 6 et 8 cm, c'est environ un tiers de la longueur totale de l'oiseau. Il est droit, fin, pointu, l'outil parfait pour sonder un sol meuble. Mais ce qui rend ce bec exceptionnel, c'est ce qui se passe à son extrémité. La pointe du bec de la bécasse est flexible. Chez la quasi-totalité des oiseaux, le bec s'ouvre et se ferme depuis la base. Chez la bécasse, la mandibule supérieure peut se courber vers le haut à son extrémité, indépendamment du reste. Ce mécanisme s'appelle la rhynchocinèse distale. Il permet d'attraper une proie enfouie sans retirer le bec du sol. Mais ça, c'est que la moitié de l'histoire. À l'intérieur de cette pointe de bec flexible se trouvent des mécanorécepteurs appelés organes de Herbst. Ce sont des capteurs de pression et de vibration capables de détecter les perturbations minuscules produites par les déplacements d'un lombric dans la terre humide. La bécasse ne voit pas les vers, pas plus qu'elle ne les renifle, elle les ressent à travers la terre. La densité sensorielle de cette zone est extrêmement élevée et dans le cerveau de la bécasse, la zone consacrée au traitement de ces informations tactiles est proportionnellement extrêmement développée. D'une certaine façon, la bécasse pense avec le bout de son bec. Il me vient des vannes. Mais on a dit on les fait pas parce qu'il y a des enfants. Le reste du corps raconte la même histoire, compact, discret, optimisé pour la progression lente dans la litière forestière. Rien n'est superflu, tout est adapté à une seule chose, vivre au sol, dans la pénombre et trouver des vers de terre. La position des yeux sur un crâne dit beaucoup sur la manière dont un animal perçoit le monde. Les prédateurs ont les yeux devant, comme les humains, je dis ça, je dis rien. Les proies, elles, ont les yeux sur les côtés. La bécasse appartient évidemment à cette deuxième catégorie. Ses yeux sont placés très haut sur le crâne et très latéralement. Résultat, un champ visuel exceptionnellement large. Elle surveille en permanence ce qui se passe autour d'elle et même derrière elle. Mais c'est pas tout. Chez la plupart des oiseaux à yeux latéraux, à yeux latéraux. Bah oui, mais on peut pas dire à yeux latéraux. Chez la plupart des oiseaux, oui, qu'ils ont les yeux sur les côtés, la vision binoculaire se situe devant le bec. Chez la bécasse, elle existe aussi au-dessus de la tête. C'est ça qui est ouf, même lorsque son bec est enfoncé dans le sol, et peut surveiller ce qui arrive du ciel. Ah bah quand on passe ses journées le bec dans la terre, les prédateurs les plus dangereux arrivent d'en haut, les rapaces. Sa stratégie est simple, immobilité d'abord, toujours. L'envol est le dernier recours. Il coûte de l'énergie et révèle la position, il est risqué entre les branches d'un sous-bois dense. Mais quand il devient nécessaire, il est explosif, vertical, brutal et imprévisible. Elle est là et pip, fout, elle est plus là. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois plus, tu me vois plus, tu me vois. Revenons à cette bécasse posée à 3 mètres de vous. Pourquoi vous ne la voyez pas ? Alors d'abord sa couleur. Son plumage décline toutes les nuances du brun rouge au beige crème, ponctué de stries noires et de marbrures irrégulières. C'est une reproduction parfaite du sol forestier. Mais le camouflage ne repose pas seulement sur la couleur, il repose sur la rupture de silhouette. Les stries prolongent les lignes des brindilles, les marbrures imitent les ombres, les contours disparaissent. Et puis il y a le comportement. Face à une menace, la bécasse s'aplatit contre le sol. Elle réduit ses mouvements au minimum, elle peut rester immobile très longtemps. Les chasseurs disent parfois qu'elle retient son odeur. Aucune étude ne montre qu'elle contrôlerait volontairement ses émissions olfactives. Oui, c'est un mythe, chers bécassiers et bécassières. En revanche, l'immobilité totale, l'humidité du sol et la complexité olfactive du sous-bois compliquent effectivement le travail des chiens. Donc non, la bécasse n'a pas de super pouvoir, elle a mieux que ça, une cohérence parfaite entre son corps, son comportement et son environnement. Puis arrive le printemps. Bon, pas chez nous, ça fait longtemps que la plupart d'entre elles se sont foutues le camp, on en reparle dans une minute. Chaque soir, à partir de mars, dans quelques forêts boréales russes ou scandinaves, quelques minutes après le coucher du soleil, les mâles quittent leur couvert. Ils montent au-dessus de la canopée et ils commencent à voler. C'est la croule. Le mâle suit un circuit régulier, souvent le même d'un soir à l'autre. Il vole lentement au-dessus des arbres avec un battement d'ailes caractéristique. Et il crie. Un cri en 2 temps. D'abord un grognement sourd, ror, ror, puis un sifflement aigu. Siwik. Je sais pas si je fais bien à bécasse. Les femelles restent posées au sol dans le sous-bois. Les mâles, eux, s'exposent dans le ciel du soir. Oui, chez les bécasses aussi, les mâles font les marioles et ces demoiselles disposent. Plusieurs individus peuvent parcourir les mêmes zones, ils se croisent parfois, se poursuivent brièvement, puis reprennent leur trajectoire. À mesure que les jours rallongent et que le printemps avance, l'activité des mâles diminue. Et au début de l'été, généralement vers la fin juin ou début juillet selon les régions, ces vols cessent presque complètement. La forêt retrouve son silence. Mais la croule n'est que le début de l'histoire. Chez la bécasse, la reproduction se déroule presque entièrement au sol. La femelle installe son nid dans une simple dépression dissimulée sous la végétation basse, souvent à proximité d'une zone riche en lombric. Elle y pond généralement 4 œufs, parfaitement camouflés dans la litière forestière.
Après environ 3 semaines d'incubation, les poussins éclosent, déjà capables de marcher. Ils quittent le nid en quelques heures seulement. Oui, comme beaucoup d'oiseaux vivant au sol, ce sont des jeunes nidifuges. Ils suivent leur mère presque immédiatement et apprennent très vite à se nourrir seuls. Pendant plusieurs semaines, elle les guide vers les zones les plus favorables et les protège des dangers, comme elle peut. Elle peut même transporter un poussin serré entre ses pattes en volant sur quelques mètres. Alors c'est un comportement rare chez les oiseaux et longtemps considéré comme une légende avant d'être observé et réellement documenté. Oui, chez la bécasse, grandir vite est une nécessité. Parce que vivre au sol dans une forêt sombre, humide et silencieuse, c'est efficace pour se cacher, mais c'est aussi dangereux. Oui, la bécasse a beaucoup de prédateurs. Au sol, ce sont surtout le renard, la martre, la fouine, le chat forestier et le sanglier qui peuvent détruire les nids ou capturer des oiseaux immobiles. Dans les airs, les rapaces forestiers, comme l'autour des palombes, représentent une menace permanente. Les jeunes sont particulièrement exposés pendant leurs premières semaines de vie, et pourtant l'espèce se maintient depuis des millions d'années. Parce qu'elle ne compte pas sur la vitesse. Chez la bécasse, survivre ne consiste pas à se foutre le camp le plus vite possible. Ça consiste d'abord à ne pas être vu. La bécasse que vous croisez en novembre n'est sans doute pas née là. Elle vient peut-être de Finlande, de Russie ou de Scandinavie. Elle se répartit à l'échelle d'un continent entier et même bien au-delà. Son aire s'étend de l'Europe occidentale jusqu'à une large partie de l'Asie tempérée. En Europe, l'essentiel de la reproduction se situe vers la Russie et la Phénoscandie. La Phénoscandie, c'est ça, la Scandinavie plus la Finlande. Ça valait bien le coup de trouver un nom spécifique. Ces effectifs, malgré quelques alertes locales mal comprises sur les individus nicheurs qui sont allés nicher ailleurs, restent considérables à l'échelle européenne. BirdLife les estime entre 9,8 et 13,5 millions d'individus. Autrement dit, la bécasse est un oiseau discret, certes, difficile à voir, certes, mais loin d'être marginal. Et surtout migrateur, ce qui rend son étude locale particulièrement périlleuse. La migration nocturne de la bécasse est l'un des aspects les plus discrets de sa biologie. On ne la voit pas partir, on ne la voit pas arriver, elle disparaît simplement d'un paysage avant de réapparaître dans un autre, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Dans des conditions favorables, vent arrière et ciel dégagé, certaines peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres en une seule nuit. Elles volent haut, vite et droit. Comment s'oriente-t-elle, me demandes-tu? Eh bien, comme beaucoup de migrateurs nocturnes, elle combine plusieurs repères. La position des étoiles, le champ magnétique terrestre et peut-être certaines structures de paysage à grande échelle. Les mécanismes précis restent encore étudiés aujourd'hui. Non, on ne sait pas tout. Faudrait demander à Hugo Clément, lui, c'est tout Hugo Clément. C'est le seul gars qui cherche pas mais qui trouve quand même. Ok. Ce qui déclenche le départ des bécasses est assez simple. Quand le sol gèle, les lombrics deviennent inaccessibles. Et quand il n'y a plus rien à manger, il faut partir. C'est ce qui explique ces arrivées soudaines que connaissent bien les chasseurs et observateurs de terrain. Certaines nuits de novembre ou de décembre, après une vague de froid en Europe du Nord, les forêts françaises se remplissent d'oiseaux qui n'étaient pas là la veille. On appelle ça une tombée de bécasses. Alors c'est pas des migrations spectaculaires comme celle des grues ou des oies, ce sont des déplacements silencieux, invisibles, fragmentés, étalés sur plusieurs nuits. Et toutes les bécasses ne migrent pas de la même manière. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? Certaines parcourent plusieurs milliers de kilomètres entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, d'autres descendent simplement de quelques centaines de kilomètres vers des régions plus douces, et d'autres encore ne quittent quasiment pas leur massif forestier d'origine. Certaines nichent en France et y restent toute l'année lorsque les sols restent accessibles. Dans une même forêt française, en hiver, certaines bécasses viennent de Russie et d'autres sont nées à quelques kilomètres de là. Et il est impossible de les distinguer à l'œil nu. C'est la même espèce, Il n'y a pas de bécasse française et de bécasse russe. Ce mélange d'oiseaux venus de toute l'Europe fait de la bécasse une espèce profondément continentale, une espèce dont la présence locale dépend d'événements météorologiques parfois survenus à plus de 2000 km de distance, ou simplement à quelques encablures. C'est pour ça qu'une disparition locale ne signifie pas un déclin de l'espèce. Si elle déserte un massif ou même un département, c'est souvent qu'elle s'est déplacée ailleurs pour nicher ou hiverner. Réchauffement climatique à long terme, épisodes de gel prolongé, modification des sols ou des ressources alimentaires, les raisons peuvent être multiples. Pas la peine de crier à la disparition locale, ça n'a aucun sens. Les bécasses sont continentales. Elles sont ni bretonnes, ni vosgiennes, ni même suisses, au hasard. Et au printemps, presque sans qu'on s'en aperçoive, elles se foutent le camp. Certaines vers les forêts boréales où elles sont nées, d'autres simplement dans la vallée voisine. Toujours de nuit, toujours seules et toujours sans être vues. La bécasse dépend fortement des lombrics. Ils constituent la base de son alimentation pendant une grande partie de l'année. Alors d'autres proies complètent ce régime, des insectes, larves, araignées, petits mollusques, mais ce sont les vers de terre qui structurent vraiment sa présence dans un paysage. Et parce que son estomac est petit, elle doit manger tout le temps. Une bécasse peut consommer chaque jour une quantité de nourriture proche de sa propre masse corporelle. Ça signifie qu'elle ne peut pas s'installer n'importe où. Elle dépend des sols vivants, humides et accessibles. Un sol peut être riche en lombric et rester inutilisable pour elle.
Il suffit qu'il soit trop dur, trop sec, gelé, compacté par les machines forestières ou appauvri par certains traitements agricoles. Le bec de la bécasse mesure 6 à 8 cm. Au-delà, les proies deviennent simplement inatteignables. Sa présence dépend donc de cette limite. C'est pour ça qu'elle utilise rarement la forêt seule. Le jour, elle cherche le couvert, des zones calmes, sombres, protégées, où elle peut rester immobile et invisible pendant des heures. La nuit, elle se déplace souvent vers les lisières, vers les prairies pâturées, les clairières humides, parfois même certaines parcelles agricoles peu travaillées où les lombrics sont plus accessibles. Ce n'est pas un oiseau strictement forestier, c'est un oiseau de mosaïque. Un oiseau qui a besoin d'un paysage continu entre bois, lisières et prairies vivantes. Dans un sol riche et humide, une bécasse peut localiser ses proies sans les voir, uniquement grâce aux vibrations qu'elles produisent dans l'eau contenue entre les particules du sol. Elle sonde, s'arrête, incline légèrement la tête, comme ça, je ne sais pas si encore une fois je fais bien à bécasse, puis elle enfonce le bec avec précision. Quand ces sols disparaissent, l'oiseau disparaît aussi. C'est pour cette raison que sa présence nous renseigne souvent mieux que de longues mesures sur l'état réel d'un paysage forestier. Là où la bécasse se maintient, il reste généralement encore un sol vivant. Là où elle disparaît, il vaut mieux souvent la peine de regarder ce qui s'est dégradé sous la surface. La relation entre l'homme et la bécasse est documentée de façon certaine depuis le Moyen-Âge. Des restes osseux de bécasses des bois ont été retrouvés dans les sites médiévaux et les traités cynégétiques de l'époque décrivent déjà ces modes de capture, notamment au filet. Il est probable que les humains chassent la bécasse depuis bien plus longtemps que ça, mais rien ne l'atteste scientifiquement. Nous, sur cette chaîne, on est prudent avec les trucs qui ne sont pas attestés scientifiquement. Aujourd'hui, elle fait l'objet d'un suivi scientifique important, auquel contribuent à la fois organismes de recherche et réseaux cynégétiques. Cynégétique, c'est relatif à la chasse, pour ceux qui ne savent pas. Une grande partie des connaissances sur ces déplacements saisonniers provient de ces programmes conjoints, science et chasse. Alors ça supprime pas les débats, mais ça rend les caricatures plus difficiles. Aujourd'hui encore, la rencontre entre l'homme et la bécasse se fait souvent de la même manière qu'il y a plusieurs siècles, dans le silence d'un sous-bois humide, avec un chien. La chasse moderne de la bécasse repose entièrement sur le chien d'arrêt, setter, pointer, épagneul breton, ou sur le chien leveur qui progresse devant le chasseur dans les couverts denses. Le setter cherche, bat le sous-bois, puis il capte une émanation. Il ralentit, puis s'immobilise. Il fixe un point invisible dans les feuilles mortes. La bécasse est là, à quelques mètres seulement, mais elle ne décolle pas. Sa stratégie est la même que face au renard ou à la buse, ne pas bouger tant que le danger n'est pas certain. Puis soudain, quand la distance devient trop faible, elle décolle verticalement dans un fracas d'ailes avant de disparaître entre les arbres. C'est un envol court, brutal et imprévisible. Un envol qui explique pourquoi la chasse de la bécasse, c'est pas pour les pompes à vélo. Pompes à vélo dont j'avoue faire partie. On marche longtemps, parfois il y a des journées où on ne voit pas un seul animal, et parfois en une seconde, tout se joue. Dans une grande partie de l'Europe, cette chasse est aujourd'hui strictement encadrée. Période limitée, quotas, carnet de prélèvement obligatoire dans plusieurs pays, dont la France. Elle fait aussi l'objet d'un suivi scientifique important auquel participent de nombreux chasseurs à travers des programmes de bagage, de télémétrie et de collecte de données de terrain. Mais la relation entre l'homme et la bécasse ne s'arrête pas au sous-bois, elle continue en cuisine. Depuis des siècles, la bécasse occupe une place singulière dans la gastronomie européenne. Sa chair dense, sombre, très aromatique, provient d'un régime presque exclusivement animal et d'une physiologie adaptée aux longues migrations nocturnes. Avant ces voyages, l'oiseau accumule des réserves de graisse importantes, une stratégie énergétique qui contribue aussi à ses qualités culinaires. Bah oui, le gras c'est bon. Dans la tradition française, la bécasse se prépare entière, souvent rôtie, parfois accompagnée de sa tête, dont la chair du crâne est considérée comme particulièrement fine. Alors ces pratiques peuvent surprendre aujourd'hui dans un monde ultra aseptisé avec des poissons carrés, mais elles témoignent d'un rapport ancien à un gibier rare, saisonnier et très attendu. Et petit détail, la bécasse ne se vend pas, son commerce est interdit. On ne la trouve ni chez le boucher, ni au resto. La seule manière d'en manger, c'est d'en tuer soi-même ou de la recevoir d'un chasseur. Voilà, la bécasse n'est pas un produit et c'est très bien comme ça. Nous voilà revenus au début, le sous-bois de novembre. Elle est encore là, mais vous ne la voyez pas. Vous posez votre pied à moins de 2 mètres d'elle et elle ne bouge pas. Attentive et mystérieuse. La bécasse des bois est un animal ancien, remarquablement adapté qui vit au plus près de la terre et dont la présence suggère qu'un certain équilibre du paysage, du couvert forestier et du sol vivant se maintient encore. La prochaine fois que vous serez dans un sous-bois vers la mi-novembre et que vous voyez rien, regardez quand même, on sait jamais. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous parle d'une espèce en particulier. Cette série n'est pas finie et comme vous avez l'air d'apprécier, je vais continuer. Voilà, moi j'en ai marre d'épices vinaigres, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee et Paypal. Vous êtes les poumons de cette chaîne. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.